Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, il est 13 h, les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition à la Cour pénale internationale où se tient ce vendredi une audience de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Audience au cours de laquelle les juges statueront sur la décision de maintien ou non de ces deux acquittés en détention. On en parle dès le début de cette édition. La Côte d'Ivoire affiche pour 2018 un taux de mise en œuvre des réformes de 69% contre 65% en 2017. C'est le président de la commission de l'UEMOA qui l'a dit à l'occasion de la présentation au Premier ministre de la 4e revue annuelle des réformes, politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous parlerons également des manœuvres militaires qui ont eu lieu à Bouaké dans la zone aéroportuaire. Il s'agissait d'un entraînement au contre-terrorisme et à la libération d'otages qui a mobilisé environ 300 soldats des unités spéciales. Le reportage exclusif d'Abou Sanogo dans une quinzaine de minutes. La Cour pénale internationale tient ce vendredi une audience sur la demande du procureur de maintenir en détention l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de 2 semaines. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Les juges de la CPI avaient ordonné dans la foulée la mise en liberté immédiate des deux hommes. Celle-ci avait cependant été suspendu à la suite d'un appel déposé par le procureur. Je vous le disais en titre, la 4e revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire a été présentée hier matin au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À cette occasion, Abdallah Bouraïma, le président de la commission de l'UEMOA, a annoncé à l'issue de l'évaluation que la Côte d'Ivoire affiche pour 2018 un taux de mise en œuvre des réformes de 69% contre 65% en 2017. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Le concessionnaire automobile français Renault se réjouit de l'expansion que connaît le marché automobile ivoirien. Fabrice Cambolive, son vice-président senior et directeur des opérations Afrique-Moyen-Orient-Inde, reçu à la primature par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, salue l'attractivité de ce marché. Nous avons pu voir avec plaisir que le marché automobile ivoirien qui se développe chaque année de plus en plus, puisqu'en quelques années, il est passé de 5 000 à plus de 10 000 à 10 000 véhicules cette année. Nous sommes aussi très contents de la position de Renault sur ce marché, avec plus de 1000 véhicules vendus l'année dernière. Donc tout ça sont des signes encourageants qui font que la Côte d'Ivoire devient pour nous un marché stratégique de l'Afrique subsaharienne et sur lequel nous étudierons dans les prochains mois toutes les opportunités de développement. Assembler, pourquoi pas des véhicules ici en Côte d'Ivoire ? Une option sérieusement envisagée par les autorités ivoiriennes. Nous avons eu une première rencontre avec les plus hauts dirigeants de Renault qui sont chargés de l'Afrique subsaharienne. Donc nous avons convenu de nous rencontrer, je veux dire en ce début d'année 2019, afin de commencer les discussions sur toutes les opportunités que présente notre marché et envisager, en tout cas, on l'espère, au cours des prochaines années, la présence en fait d'une unité d'assemblage de Renault en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ensuite reçu le président de la commission de l'UEMOA. À la tête d'une forte délégation, Abdallah Bouraïma s'est réjoui des performances réalisées par la Côte d'Ivoire grâce aux réformes sectorielles engagées pour améliorer la gouvernance des finances publiques et accroître la croissance économique au sein de l'UEMOA. Les progrès sensibles ont été consignés dans un mémorandum que je viens de remettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ici en Côte d'Ivoire, on était à un niveau de 9% en 2012. Aujourd'hui, on est à 73%. Ce bond formidable a permis tout de suite de faire rebondir la croissance économique à un niveau très fort, après des taux très bas au début de la décennie 2010, voire même une année de récession. La machine économique a redémarré avec des forts taux de croissance et la tendance s'est maintenue durant toutes ces années. Des résultats encourageants pour le Premier ministre, les efforts dans ce sens seront amplifiés. Nous avons noté également que des efforts sont faits importants au niveau de chaque État pour qu'en termes de convergence au niveau macroéconomique, nous puissions en 2019 respecter ensemble les critères de premier rang. Et cela est important dans le cadre de nos relations avec la communauté financière internationale.
Donc au total, nous pouvons nous réjouir du dynamisme économique comme celle de l'Union. Donc nous réjouir de la mise en œuvre des réformes, des directives par chacun des États. Et nous réjouir donc de toute l'aide que la commission de l'UEMOA apporte donc à la Côte d'Ivoire et aux différents États donc dans la mise en œuvre donc de ces réformes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a remercié le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourahima, lui garantissant de traduire fidèlement sa reconnaissance au chef de l'État pour sa participation en qualité de président de la conférence des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA aux 25 ans de l'UEMOA célébrés à Ouagadougou le 8 janvier dernier. Les performances de la Côte d'Ivoire s'apprécient également au niveau du règlement de sa dette intérieure. Pour l'exercice budgétaire écoulé, ce sont 1088 milliards de francs CFA qui ont été payés aux fournisseurs de l'État, selon Adama Koné, le ministre de l'Économie et des Finances. Et cela en dépit des difficultés de mobilisation des ressources. Le ministre a fait le point au micro de Lanciné Bakayoko. Malgré un contexte plutôt défavorable, dû à la baisse des cours du cacao à l'international, le règlement de la dette intérieure, notamment celle due aux fournisseurs, est resté une priorité pour l'État en 2018. Plus de 1088 milliards ont ainsi été payés à 10 030 prestataires de services. Ces efforts ont permis à l'économie ivoirienne de maintenir son dynamisme avec un niveau de croissance de 7,7%, contre une inflation maîtrisée à 0,5%, en deçà du seuil communautaire de 3%. Cette bonne tendance de l'activité économique devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance projeté à 7,8% et porté par tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire avec 5,1%, le secteur secondaire avec 8,6% et le secteur tertiaire avec 10,0%. L'année 2019 s'annonce comme une année charnière, parce qu'elle constitue le virage avant l'année 2020. Ce dernier virage devrait s'articuler autour de 4 axes majeurs. À savoir la conclusion des 2 revues du programme économique et financier, la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier, la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale et l'accompagnement du secteur privé. Quant au secteur financier, le plan d'assainissement a abouti à la privatisation de la BHCI, la levée de l'administration provisoire au niveau de la Caisse nationale d'épargne et à la récapitalisation de Versus Bank. De nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement de notre pays, notamment la création d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les Green Bonds. Tous ces fonds devraient contribuer à accompagner le plan social du gouvernement, évalué à 727 milliards de francs CFA. Reportage signé Lanciné Bakayoko. À compter de ce 1er février, le prix de l'essence super sans plomb est passé de 610 francs CFA le litre à 605 francs partout sur l'ensemble du territoire ivoirien, soit une baisse de 5 francs CFA, de même que celui du gasoil qui passe de 610 à 605 francs CFA le litre, selon une note de la Direction générale des hydrocarbures. Et voilà qui devrait réjouir les automobilistes en cette fin de mois de janvier. Des automobilistes qui savourent depuis quelques années le bonheur de circuler sur des bonnes routes, des infrastructures routières réhabilitées ou construites entre 2011 et 2018. Sur les 7 années, ce sont au total 612 km de voies bitumées et 22 000 km de routes reprofilées chaque année pour un montant global de 1114 milliards de francs CFA. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui l'a dit au cours des rendez-vous du gouvernement, une tribune initiée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. On ne mange pas goudron, on ne mange pas pont, ironisent souvent certains Ivoiriens parlant d'infrastructures routières réalisées par le gouvernement ces dernières années. Pourtant, l'impraticabilité des routes concourt au rallongement du temps de parcours, à l'augmentation du coût d'entretien des véhicules et du nombre d'accidents, au renchérissement des coûts de transport et des produits alimentaires et à la réduction du pouvoir d'achat des populations. Depuis 2011, le gouvernement multiplie les projets.
612 km de voies ont été revêtues de bitume et plus de 12 000 km de routes en terre reprofilées entre 2016 et 2017. Coût des investissements en 7 ans, 1114 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, nous avons environ 82 000 km de routes. Sur les 82 000 km, nous avons environ 115 000 de pistes rurales. En 2018, on a élaboré un programme pour donc entretenir environ 40 000, entre 35 et 40 000, qui représente environ 52% donc, du linéaire total. Dans le cadre de l'exécution du projet Le Grand Abidjan, plusieurs infrastructures seront réalisées. La construction du 4e pont d'Abidjan, donc, qui va partir de Yopougon et venir au carrefour de l'Indénié. Le pont de Cocody, c'est un pont à Auban, c'est le pont avec les câbles. C'est un pont aubanais, donc qui va permettre donc d'aller vers la cathédrale et d'arriver directement sur Saint-Jean. On va faire un périphérique à Abidjan, donc qui s'appelle la Y4. Alors vous voyez au niveau de boulevard Mitterrand, il va y avoir un échangeur là. Donc cette voie va contourner pour aller se raccorder vers le stade de Bipé. Le stade olympique qu'on est en train de construire, on a environ 24 km. Du stade de Bempé, on a 12 km pour arriver au PK24. Et du PK24, on a environ 16 km pour arriver au niveau de Songo, donc à Carrefour-Jacquesville. On le voit. Le gouvernement est engagé à combler le déficit dans le secteur des routes et faciliter la mobilité des populations. Plus de 3 500 milliards de francs CFA prévus sur la période 2016-2020, avec 500 milliards consacrés aux pistes rurales. C'était un reportage de Francis Boifo. On en vient maintenant à ces manœuvres militaires qui ont eu lieu à Boaké, dans le Bouéké. C'était à l'aéroport de la ville. L'on a assisté à une procession de véhicules blindés ainsi qu'à un balai aérien d'hélicoptères de combat. C'était un entraînement au contre-terrorisme et à la libération d'otages. L'exercice a engagé environ 300 soldats des unités spéciales. Abou Sanogo était sur place pour vous, son témoignage. Nous sommes le mardi 29 janvier. Il est 6 heures du matin, quand 3 terroristes font irruption dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Boaké. Sous la menace de leurs armes, ils prennent en otage la quinzaine de passagers en salle d'embarquement. Un discret coup de fil anonyme aux autorités sécuritaires déclenche le protocole en matière de lutte antiterroriste. Les 10 minutes qui suivent suffisent aux soldats de l'armée de terre pour constituer autour du périmètre une ceinture de 3 km. C'est le 3e cercle de sécurité. Puis 15 minutes plus tard, se met en place le 2e cercle constitué de la task force stationnée dans la ville de Boaké. Le périmètre aéroportuaire est ainsi isolé et la zone sensible confinée. Le poste de commandement tactique de l'opération est mis en place 3 quarts d'heure plus tard. Ces dispositions permettent à la force leader d'entrer en scène. Il s'agit des opérateurs de forces spéciales ivoiriennes, habilités à traiter ce type de crise. Venues d'une de leurs bases proches de la ville, elles ont une seule mission, mettre un terme au drame qui se joue à l'aéroport international de Boaké. L'effet de surprise est total chez les terroristes. Ils sont identifiés et neutralisés. Les otages, au nombre desquels un parlementaire et un préfet sont conditionnés. Le bilan de l'assaut est un succès. 3 terroristes tués, 2 otages blessés, un binôme d'opérateurs de forces spéciales légèrement blessés. 2 hélicoptères Mi-24 surgissent alors dans les airs et effectuent des vols circulaires. Sur le tarmac sécurisé est attendu un aéronef pour l'exfiltration. Les autorités sont ainsi exfiltrées. L'aéronef qui a gardé le moteur en marche reprend son vol dans un environnement sécurisé par les hélicoptères de combat qui surveillent l'aéroport et sa périphérie. Ceci n'est pas une attaque terroriste réelle, c'est une simulation. Au cours donc de cette manœuvre grandeur nature, tous les savoir-faire individuels et collectifs ont été revisités dans une synergie d'action et une vitesse d'exécution. Un de nos objectifs est de faire en sorte que chacun de nos collaborateurs ou subordonnés soit formé et bien formé pour son emploi. En Suisse, vous êtes sans ignorer que l'armée ivoirienne s'est dotée de nouveaux moyens de combat qui doivent nous permettre d'agir plus loin et plus vite. Pour ce faire, il nous faut créer une certaine interopérabilité avec tous les autres moyens. En ces temps de menaces multiformes, nous devons être capables d'avoir une réponse cohérente et dans des délais raisonnables sur toute l'étendue du territoire. La manœuvre militaire Antonov à Boaké a engagé environ 300 soldats des unités spéciales pour affermir leur savoir-faire
en matière de lutte antiterroriste. Abou Sanogo signait le commentaire de cette simulation. On ouvre à présent la page politique de ce journal avec ce document sur le RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. RHDP, quel parcours de 2005 à 2019? Quelles difficultés et quels combats surmontés pour arriver à la création du parti au congrès ordinaire du 26 janvier dernier? Et surtout, quelle perspective pour le parti? Le RHDP de 2005 à aujourd'hui, c'est votre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Alexis Ouedraogo. 26 janvier 2019, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix organise son tout premier congrès ordinaire. Oui, ce samedi 26 janvier 2019 est le jour de notre jour. Adama Bictogo est le président du comité d'organisation du congrès. Ce mercredi, à sa résidence, il reçoit plusieurs hauts cadres du parti. Le RHDP, à travers ce congrès, a épousé réellement le thème de ce congrès, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et on s'est rendu compte, après ce congrès, pendant ce congrès, que lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes forts. Si l'heure est à la fête ce jour, la formation de cette nouvelle pièce du jeu politique ivoirien aura pourtant connu bien de soubresauts. Le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix a une histoire. C'est une aventure entamée le 18 mai 2005. Ce jour-là, le préambule de la plateforme est signé. Pour ce rassemblement, il s'agit de construire une plateforme politique fondée sur les valeurs mises en avant par le président Félix Houphouët-Boigny pour résoudre les conflits de tous ordres vécus par la nation sous son régime, à savoir la tolérance, le dialogue, la recherche constante du compromis et de la paix. Face à l'urgence de la scène politique du moment, les leaders du RDR Alassane Ouattara, de l'UDPCI Albert Mabry Touakeus et du MFA Innocent Anaki Kobenan, ainsi que du PDCI RDA Enrico Nambédié, décident d'unir leurs forces. Ils forment une coalition sur les bords de la Seine à Paris. Nous étions en 2003 dans une ambiance particulière en Côte d'Ivoire, surtout sur la scène politique. Il y avait beaucoup de doutes, il y avait besoin que des gens qui sentaient la nécessité de renforcer le dialogue, de travailler au retour de la paix, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve ses marques, et bien que tous ces gens-là se mettent ensemble. Et nous nous sommes dit pourquoi les enfants de Houphouët-Boigny, donc les animateurs de tous les partis eaux-fouettistes, ne se retrouveraient pas pour se donner les moyens donc de faire renaître cette Côte d'Ivoire-là. Plusieurs étapes rythment la marche de l'Union, celle de l'Alliance, du groupement et enfin du parti politique. Il y avait des sacrifices à faire, mais il y avait surtout à bâtir la confiance entre nous. Et c'est cette confiance-là qui nous a conduit à respecter les engagements qui étaient contenus dans la plateforme de Paris, notamment nous soutenir mutuellement, préparer les élections ensemble, et faire en sorte que si, à l'issue du premier tour de l'élection de 2010, l'un de nous arrivait au second tour, et bien que nous nous mobilisons autour de sa candidature. C'est ce que nous avons fait. Et puis après, il fallait défendre cette victoire. Nous sommes restés ensemble jusqu'au bout. Après, il fallait gouverner ensemble. Donc, des institutions se sont mises en place. Le président a mis en place un gouvernement. Nous avons donc travaillé ensemble. 14 années qui nous ont permis de construire un RHDP solide. Et c'est la confiance qui est l'élément majeur dans tout ce que nous avons fait. Après leur victoire en 2010, le RHDP remet le couvert en 2015. Alassane Ouattara est le candidat unique du groupement. Le RHDP enregistre le deuxième grand succès de son histoire. 12 avril 2018, l'accord politique portant création du RHDP parti politique est signé. Il verra pourtant le jour sans son allié le PDCI RDA. C'est dommage que des hommes, au cours de notre histoire, s'effacent. Mais j'ai foi, comme le président du RHDP, le président de la République, j'ai foi qu'ils reviendront. Nous continuerons de leur tendre la main. Si certains quittent le navire, plusieurs autres s'y font une place. Cette union s'est faite
pour le compte de la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. C'est très important. Vous n'imaginez pas, un homme d'expérience qui vous le dit, vous n'imaginez pas le poids que le président Ouattara a au plan international. Des mouvements de soutien voient le jour pour soutenir cette initiative. Si vous avez vu que nous avons créé le mouvement sur les traces du Houphouët-Boigny, c'est non seulement pour faire la promotion du RHDP en tant que parti, mais aussi c'était une façon pour nous de promouvoir les vertus oufouettistes, l'oufouettisme. L'idéologie du RHDP se veut libéralisme à visage humain. La politique de la formation s'articule autour de l'oufouettisme à travers la recherche constante du consensus et du compromis comme mode de résolution des conflits. L'offre politique du RHDP sera basée sur la politique émotionnelle, c'est-à-dire la solidarité entre les Ivoiriens, sans aucune distinction. Ça va être une Côte d'Ivoire qui sera rassemblée autour des intérêts nationaux. Et le parti est lancé avec une dynamique, celle de rassembler les Ivoiriens. Ils sont encore nombreux, les Ivoiriens qui veulent nous rejoindre. Nous ferons en sorte que nos bras soient totalement ouverts et nous ferons en sorte également que tous ceux avec qui nous avons des incompréhensions, eh bien, nous puissions les surmonter pour être ensemble. Le RHDP veut avoir en son sein des hommes et des femmes épris de paix, certes, mais qui savent travailler en équipe. Et je suis d'accord pour dire que nous devons être une vraie équipe. Une équipe de gagnants. 26 janvier 2019, voici le RHDP. Le parti se veut point de convergence du vivre ensemble. Alexis Ouedraogo signait ce reportage. Les exilés de la crise post-électorale continuent de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà des centaines à l'avoir fait. Hier, une cinquantaine de militants de l'ancien régime militants sont retournés à Abidjan. Parmi eux, des ex-ministres de l'ancien président Laurent Gbagbo qui était en exil au Ghana. Moussa Konaté a suivi le convoi depuis la frontière ghanéenne jusqu'à Abidjan. Son reportage. C'est la joie des retrouvailles. Des cadres du Front populaire ivoirien et ministres de l'ancien régime sont de retour au pays. Émile Guirioulou, Lazare Kofi Kofi, Liabi Douayoua, Angèle Nyonsoa et bien d'autres regagnent la patrie après 8 années passées au Ghana. Il était bon que nous revenions. Nous avons été très heureux de voir que notre pays ne nous a pas oubliés. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes heureux de retrouver notre pays. Notre présence en Côte d'Ivoire doit pouvoir rassurer ceux qui sont encore restés. Je suis contente de retourner dans mon pays. Pendant 8 ans, j'étais exilée. Aujourd'hui, je rentre dans mon pays dans la joie. En plus de ces personnalités politiques, plusieurs autres personnes savourent le bonheur de fouler le sol ivoirien après tant d'années. 54 personnes au total ont répondu à l'appel des autorités ivoiriennes. Un rapatriement volontaire organisé avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je pense que c'est un geste de réconciliation fort que vous posez là, et c'est un geste de réponse à un geste de réconciliation fort posé par les autorités ivoiriennes, à savoir le retour dans ce pays de tous les fils et les enfants de ce pays qui sont encore en exil. Avant de faire ce rapatriement, nous avons fait des missions d'information et de sensibilisation pour inciter nos compatriotes au retour. Et nous sommes heureux qu'ils soient de retour parce que c'est le couronnement des efforts que nous avons fournis depuis 2011. Selon la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, le nombre de réfugiés dans les pays voisins après la crise post-électorale était estimé à 300 000 personnes. À ce jour, environ 90% sont rentrés au pays. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour le rapatriement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre du respect des droits de l'homme, Aimé Zébéyou a rencontré les membres de la société civile. Les échanges ont porté sur les propositions en vue de la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante. La réunion a eu lieu mercredi dernier, ici à Cocody, en présence de nos reporters Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné.
La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme échange avec les membres de la société civile, ce dans le cadre du dialogue politique initié par le gouvernement. Au cours de cette rencontre, 2 points étaient à l'ordre du jour. Faire des propositions dans un délai de 2 semaines pour la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, outre sensibiliser les populations pour l'obtention des élections crédibles et apaisées. La société civile, dans son entièreté, doit s'entendre et saisir cette opportunité pour faire des propositions constructives et pour aboutir à des résultats efficients pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire quoi? Il leur a été rappelé que selon l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, la réforme devait se faire sur la composition des membres de la Commission électorale indépendante. Se félicitant de cette rencontre, les organisations de la société civile ont assuré jouer pleinement leur rôle. Nous allons nous regrouper pour expliquer à ceux qui ne l'ont pas compris tous les textes de loi qui vont régir cette recomposition de la CEI. Il est très important pour nous que les populations s'approprient ce qu'on appelle la justice électorale. Donc on va leur expliquer. On va leur expliquer comment voter, pourquoi voter et surtout les principes de la non-violence. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a toutefois assuré que des dispositions sont prises afin de permettre aux membres de cette société civile de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné par l'État de Côte d'Ivoire. Allons-y à Laouk-Banda, dans le département de Grand Laou. Les populations sont en détresse du fait de l'érosion côtière. Une mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'y est rendue cette semaine pour leur réaffirmer le soutien du gouvernement et identifier les mesures d'urgence à réaliser face au phénomène de l'érosion côtière qui menace la localité. Jean-Marc Djadji, Franck Quadio. Une soixantaine de tombes et des caveaux funéraires emportés par la mer. Ce cimetière à Laouk-Banda, 18 km de Grand Laou, sur le littoral ivoirien, présente un bien triste visage. La cause, une érosion frontale et agressive a débuté depuis le début du mois de janvier. Cette visite du ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour objectif exprimer le soutien de la tutelle qui a prêté une oreille attentive aux inquiétudes des populations. Voir les sépultures de nos parents en déperdition, ce sont des images assez pathétiques. Que le gouvernement aide, n'est-ce pas, la municipalité à sécuriser un site définitif, n'est-ce pas, pour accueillir, n'est-ce pas, le corps de nos parents. Une séance de travail a eu lieu pour essayer de trouver des pistes de solutions. Et il a été décidé ce jour-là qu'une délégation officielle du ministère viendrait sur le terrain pour constater les faits et écouter les parents, mais surtout leur apporter nos condoléances les plus attristées. Il a cependant des pistes de solutions. Ce sont des mesures d'urgence à travers le projet WACA. En attendant la mise en œuvre effective de ce projet, le ministère a voulu informer le gouvernement. Et la première solution, c'est d'aider les populations à déplacer la tombe qui est déjà à moitié engloutie. Il nous a été rapporté qu'il y a eu des ossements humains qui ont été retrouvés sur d'autres plages. Nous voulons que nos populations adhèrent à l'idée de déplacer les tombes sur un autre site. La région de Grand Laou est déclarée zone pilote par le gouvernement pour la mise en œuvre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines pour la période 2018-2023. Voilà qui justifie bien l'atelier sur le littoral ivoirien qui s'est tenu récemment ici à Abidjan. Un atelier pour valider le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion du littoral ivoirien. C'était en présence de représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le reportage de Wodjantele Soro dans un récit de Franck Quadio. Long de 566 km, le littoral ivoirien couvre une superficie de 23 253 km². Un littoral soumis à une forte dégradation environnementale, notamment les phénomènes naturels d'érosion et d'inondation. Pour y faire face, l'avant-projet de décret portant sur la structuration de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral ivoirien a été observé et validé par les spécialistes des questions environnementales. L'agence sera un peu comme la veille de tout ce qui se passe au niveau du littoral. Par exemple, quand on veut construire une usine, il y a certaines précautions à prendre. Eh bien, l'agence va encadrer cela. Si on veut construire des hôtels,
il y a des précautions à prendre, il y a des limites à respecter. Comment réglementer le minage de sable au niveau du littoral où les gens vont extraire le sable? La mise en place de cette agence constitue un élément clé de l'opérationnalisation de cette loi du littoral. Elle sera également au centre des activités de renforcement institutionnel et de mise en place de systèmes d'information au niveau national. Après aménagement si nécessaire, au secrétariat du gouvernement, l'avant-projet du décret sera soumis au président de la République pour signature. En Côte d'Ivoire, cette zone constitue 90% des échanges extérieurs, environ 60% du produit intérieur brut réel. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et à demain, 13h.